Aujourd'hui, on se parle des gauchers. Comment les accompagner optimalement vers l'apprentissage de l'écriture? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir finalement en tant que droitier pour bien les préparer et bien les aider à débuter? Alors, c'est quoi les défis? C'est quoi les choses à favoriser? C'est quoi les erreurs à éviter? Et quelles sont quelques stratégies concrètes, faciles à appliquer qu'on peut mettre en place? Un épisode short and sweet, mais pas moins pertinent parce que parfois, ça prend seulement quelques petits ajustements bien ciblés pour faire toute la différence pour nos élèves gauchers. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. D'abord, est-ce que cet épisode a lieu d'être? Est-ce que vraiment les gauchers sont désavantagés lorsqu'il s'agit de faire face à cet apprentissage complexe-là qu'est l'écriture? Probablement que oui. Il y avait une époque où être gaucher, c'était devoir être contrarié, en fait, avoir sa dominance manuelle contrariée parce que c'était mal vu. Donc, d'emblée, on disait aux enfants de ne pas écrire de la main gauche et de faire la transition vers la main droite. Parce que la dominance manuelle, c'est une évolution neurologique qui mène à l'efficacité de la coordination des deux mains. Bien, c'est sûr que les gauchers contrariés étaient à ce moment-là clairement désavantagés. Mais encore aujourd'hui, même si on sait que les gauchers, ça existe, même si on les respecte, ils ne sont que 10% de la population, ce qui fait que le monde, l'environnement, les équipements, les enseignements sont généralement faits pour être plus adaptés aux droitiers qu'aux gauchers. Donc ça, c'est un premier défi auquel font face les gauchers. Un deuxième défi, c'est que 90% de la population, 90% des éducatrices, des parents aussi et des enseignants vont être droitiers. Donc, ne sont pas sensibilisés à tous les besoins des gauchers. Même, il y a une étude que j'ai consultée récemment qui nous dit que les enseignants se sentent insuffisamment formés sur ce sujet-là ou sur les adaptations qui seraient de mise pour accompagner l'enfant à ce niveau-là. De plus, les jeunes, étant jeunes, ne sont pas très sensibilisés eux-mêmes ou conscients de ce que ça veut dire être gaucher ou droitier et que l'environnement ne leur est pas très favorable dans plusieurs cas. Donc, ne peuvent pas mentionner que quelque chose ne fonctionne pas bien pour eux ou qu'une stratégie différente serait préférable. Mon premier conseil est peut-être un peu moins intuitif qu'on pourrait le penser, c'est qu'il faut s'attendre durant la petite enfance jusqu'à ce que l'enfant soit arrivé à l'étape où sa dominance manuelle va naturellement s'installer, que certains de ceux-ci vont être des gauchers. C'est pas parce que c'est pas 50% des enfants qu'il faut pas penser que c'est une possibilité. Particulièrement si je suis un parent droitier, c'est peut-être pas quelque chose auquel je vais penser. Alors, ce qu'on veut faire, c'est éviter de traiter l'enfant comme un droitier jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il va nous démontrer qu'il est un gaucher. Par exemple, à partir du moment où il est plus autonome pour manger, est-ce qu'on place tout le temps ses ustensiles à droite ou est-ce son verre? Ou est-ce qu'on le place plus au centre et on le laisse décider? Ou est-ce qu'on alterne? Donc, on reste observateur de nos habitudes et possiblement des préférences et du rendement de l'enfant de part et d'autre.
Alors, vers 2 ans et demi, 3 ans, par exemple, lorsque vient le moment d'explorer les ciseaux, la majorité des enfants n'auront pas encore démontré de dominance manuelle, donc vont parfois prendre les ciseaux à droite, vont parfois prendre les ciseaux à gauche. Alors, c'est important de se munir de ciseaux de gaucher et de ciseaux de droitier pour que lorsque l'enfant prend les ciseaux à gauche, on fournit les ciseaux de gaucher et lorsqu'il prend les ciseaux à droite, on fournit les ciseaux de droitier. Pourquoi? Parce que la main, c'est un organe asymétrique, les ciseaux, c'est un outil asymétrique. La main est parfaitement assortie aux ciseaux de sa dominance indiquée. C'est-à-dire que lorsque je les active, je les ouvre, je les ferme, les forces vont faire que les 2 lames vont se coincer sur le papier et que ça va bien couper. Si j'ai des ciseaux de droitier dans une main gauche, ben à ce moment-là, les forces vont être inversées et les lames vont essayer de se séparer et ça va pas bien fonctionner du tout. Et ce qui va arriver, c'est que soit l'enfant va faire des essais et erreurs et va finir par transférer les ciseaux dans sa main droite, va trouver que ça fonctionne mieux, va persévérer à droite, alors qu'il était un gaucher. Donc, il partage un peu ses expériences de précision avec une main qui est moins naturelle pour lui. Et s'il persiste à gauche, ben il va aussi faire des essais et erreurs et il va trouver dans son corps, il va devoir compenser finalement pour arriver à les faire bien fonctionner, ce qui va faire qu'il va être certainement moins efficace dans son découpage, donc désavantagé. Lorsque notre élève gaucher va arriver à l'apprentissage de l'écriture, on va vouloir d'emblée lui montrer des bonnes habitudes posturales pour sa prise du crayon, pour la position de son avant-bras de sa main et aussi la position de sa feuille. Ce qu'on veut, c'est qu'il parte du pompier et qu'il ne trouve pas de lui-même dans son corps comment compenser le fait qu'il voit moins bien si il est mal installé. Ce qu'on voit beaucoup chez les gauchers, c'est le fameux poignet fléchi qui est au-dessus de la ligne d'écriture, qui est une compensation logique considérant que l'enfant veut voir ce qu'il fait. Mais le problème avec ça, c'est que au-delà du fait que l'enfant peut se salir le côté de la main quand il passe sa main là, sur son crayon, ainsi que les cahiers spirales qui vont être problématiques pour lui avec sa main qui va être par-dessus, c'est que dans cette position-là, il perd un peu d'amplitude de la pointe de son crayon. Essayez-le autant de la main droite que de la main gauche. C'est que si vous essayez de bouger le crayon entre les doigts, donc ce qu'on appelle une prise dynamique, ça fonctionne très bien avec un poignet en position neutre ou en extension, ce qui est idéal. Mais lorsqu'on effectue une flexion au poignet, là, ça met beaucoup de tension, tant au niveau de l'avant-bras que de la main. Et si on essaie de refaire ce petit mouvement-là, c'est plus difficile et on se sent tendu. Et d'une part, c'est pas confortable et d'autre part, ça peut mener à de la fatigue plus rapidement. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux, surtout que le gaucher doit déjà composer avec le fait que le sens de l'écriture, qui est fixé culturellement de gauche à droite, ben, n'est pas favorable à sa dominance parce que lui, pour avancer le crayon, il doit pousser dessus au travers de la ligne médiane là, devant lui, tandis que le droitier, lui, doit tirer depuis le centre de son corps vers l'extérieur, ce qui est un mouvement beaucoup plus naturel. Alors concrètement, on peut lui montrer de placer ses doigts, sa prise du crayon un petit peu plus haut sur le crayon, peut-être 2,5 cm plutôt qu'1,5 ce que le droitier ferait, ce qui lui donne un petit peu plus de jeu visuel pour voir ce qu'il fait. On va aussi lui montrer comment tourner sa feuille un peu vers la droite afin que lorsqu'il appuie son avant-bras dessus, l'avant-bras soit parallèle à la feuille. Si tu aimerais un petit support pour visualiser la position, je t'ai mis un lien vers mon blog sur lequel j'ai placé une image de la posture du gaucher. Alors, une chose qu'on peut faire pour les aider à se souvenir au début de quel côté tourner la feuille, c'est de placer un petit repère visuel sur le coin droit en bas de la feuille. Et en fait, les droitiers
vont aussi avoir avantage à apprendre comment tourner leurs feuilles, mais de l'autre côté, alors pour eux, le repère sera sur le coin gauche en bas. Donc, ça peut être un petit X, une petite flèche, une petite étoile et on leur dit de rapprocher le repère visuel de leur ventre ou de leur nombril, peu importe. Alors, l'objectif, c'est qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent placer finalement leurs avant-bras parallèles à la feuille et que le crayon se retrouve sous la ligne d'écriture. Aussi, pas trop insister si lorsqu'ils placent par exemple des barres sur le T au début de l'apprentissage, ça se peut que ça soit le sens inverse de ce que les droitiers font. Si vous êtes un enseignant droitier ou un ergothérapeute droitier, lorsque on veut enseigner la trajectoire de formation des lettres, bien, ça peut être intéressant de faire un modèle particulier avec notre main gauche pour le gaucher, donc de lui montrer la trajectoire, même si c'est la même que pour le droitier, mais de leur démontrer avec notre main gauche. Comme ça, c'est plus facile pour eux de se représenter le mouvement dans leur corps. Si on enseigne au tableau devant tout le monde, on peut le faire en grand groupe ou sinon, ça peut être intéressant de le faire en individuel pour s'assurer que l'enfant a un bon modèle. Et lorsqu'il y aura des mots à copier, on reste sensible au positionnement du modèle parce que si le modèle est à gauche, bien, l'enfant, il ne peut pas garder ses yeux sur le modèle pendant qu'il écrit parce que sa main va le cacher. Alors, si c'est nous qui conçoit le modèle, ce qu'on peut faire, c'est soit un modèle avec le mot ou la lettre qui va être au centre et l'enfant droitier ou gaucher pourra choisir de quel côté il le copie ou fournir une feuille où l'espace de copie est sous le mot plutôt qu'à côté du mot. Comme ça va fonctionner également pour le droitier ou le gaucher. Si on utilise des feuilles qui sont imprimées, par exemple, d'un livre et que les modèles sont à gauche, ce qu'on peut faire, c'est imprimer une feuille supplémentaire pour le gaucher qui pourra placer à sa droite, encore là, pour qu'il puisse avoir accès au modèle durant son temps d'écriture. En passant, je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner l'ergonomie, même si c'est pas une problématique ou un besoin spécifique du gaucher, c'est que le gaucher a déjà beaucoup de contraintes auxquelles s'adapter liées à sa dominance manuelle. Donc, si on peut s'assurer que lui en particulier est bien installé, c'est sûr que c'est partir du bon pied. Enfin, qui dit utilisation d'un crayon à mine, un crayon à papier, dit besoin de le tailler de temps en temps. Le taille-crayon, on y pense, c'est également un outil qui a une dominance. Donc, l'enfant va avoir besoin de son taille-crayon de gaucher. C'est pas idéal pour lui de tailler dans le sens inverse du droitier ou d'avoir à tailler de la main droite. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Je vais conclure avec 3 petits faits intéressants sur les gauchers. Être gaucher, ça vient avec une force. Il semble que les gauchers sont plus habiles dans tout ce qui est multitâche, notamment sont très bons aux jeux vidéo et dans les sports de compétition. Ce sont aussi de forts artistes, notamment Picasso était un gaucher. Deuxième fait et sujet intéressant aussi à discuter en famille au repas, il n'y a pas que les humains qui démontrent une latéralité. Donc, plusieurs espèces animales aussi, dont les chats, les souris, les rats, les chiens, les tortues, même les crabes et les pieuvres. Donc, à partager aux enfants, ils vont trouver ça très intéressant. Et finalement, les gauchers ont leur journée internationale, là, c'est le 13 août. Bon moment pour faire de la sensibilisation à l'entourage, mais surtout à l'enfant lui-même pour qu'il apprenne à exprimer ses besoins et ses situations de handicap face à certains outils. On se laisse là-dessus. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!